Et on va vous parler donc du régime fusionné Agirc-Arrco qui va intervenir donc au 1er janvier 2019. Donc une première présentation du régime de façon globale, l'impact que ça peut avoir sur les entreprises, les salariés et les futurs retraités. Et puis une deuxième présentation, une présentation un peu générique, et une deuxième partie qui sera adaptée à votre situation, donc en tant qu'entreprise, adaptée au taux de cotisation. On verra derrière, je vous parle de mécanique de conversion, on verra ce que ça entraîne tout à l'heure. Et donc, Isabelle Vidali et moi-même, Jean-Pierre Maille, de la direction des retraites de Grand Compte, allons vous présenter donc, le régime fusionné Agirc-Arrco. Merci. Bonjour à tous. Donc, les principes généraux. Alors, je vais m'essayer. Non, donc je vais te laisser cliquer, Jean-Pierre, sur la. Donc sur la première diapositive, les principes généraux fondateurs de la fusion des régimes. Alors il est 4h30, vous avez eu une lourde journée, donc je vais passer très rapidement. Donc il y a eu un accord qui a été signé fin novembre 2017 qui institue le nouveau régime Agirc-Arrco. Donc ce qu'il faut retenir très rapidement, alors là pour le coup c'était rapide, donc ce qu'il faut retenir c'est que ce nouveau régime a pour vocation de simplifier la lecture qui est parfois un petit peu compliquée de nos institutions, la pérennité de nos régimes aussi, de la retraite complémentaire, on entend tout un tas de choses dans les journaux, donc ça a pour vocation de pérenniser le système et de consolider le système, et de simplifier la gestion. Donc ce qu'il faut retenir aussi, vous verrez beaucoup dans le PDF interactif, en fait ce sont les petits encarts en bas. Alors je ne sais pas si c'est très lisible dans cette salle, mais il faut savoir que le nouveau régime Agirc-Arrco emporte avec lui les droits et obligations des anciens régimes Agirc et Arrco. On le répétera peut-être pas forcément sur chacune des diapositives, mais ce qui est acquis n'est pas remis en cause. Donc sur la diapositive suivante, toujours aussi les principes fondateurs, donc nous restons bien un système par répartition et par points. Donc je vous fais grâce du système par paritarisme, etc. Donc ça n'est pas remis non plus en cause. Oui, alors c'est interactif, mais du coup, voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc oui, le système par répartition, la petite bulle en bas à gauche, et le système par points, bien différent par rapport au trimestre du régime de base. Donc là, on parle de la partie complémentaire cet après-midi. Donc ensuite, pour les entreprises, donc du coup, je vais me débrouiller. Hop. Alors, ce qu'il faut retenir pour les entreprises, au niveau simplification, nous avons aujourd'hui, 1er janvier 2019, 2 tranches de salaire en lieu et place des 2 tranches sur la partie Arrco, T1, T2, avec des assiettes de 0 à 1 plafond sécu, de 1 à 3 plafonds sécu pour les non-cadres, et pour les cadres, nous en avions 3. Donc pareil, la TA, ça portait des lettres, de 0 à 1 plafond sécu, la TB, de 1 à 4, et la TC, de 4 à 8. Donc là, nous en avons 2. Nous avons désormais 2 taux de cotisation. Alors encore une fois, c'est le standard que je vous présente. Jean-Pierre vous présentera vos cas des conditions d'adhésion. Une répartition des cotisations harmonisée entre les employeurs et les salariés, et des nouvelles contributions non génératrices de droits. Donc sur les 2 tranches de salaire, donc T1, T2, il n'y en a plus que 2. La première tranche, comme précédemment, elle va du 1er euro jusqu'au plafond sécurité sociale, qui est à 6,20. Alors 6,20, c'est le taux standard, ce n'est pas forcément votre cas à vous, dans vos accords, donc on les verra tout à l'heure. Là, dans le cas standard, c'est 6,20. L'évolution qu'il faut voir sur cette diapositive, c'est l'évolution du taux d'appel, qui passe de 125% à 127%, donc 2 points d'évolution sur le taux d'appel non générateur de droits, pour rappel. La tranche 2 qui passe de 1 plafond à 8 plafonds, donc qui englobe toutes les anciennes T2 ou TBTC. Donc là, le nouveau taux est à 17%. Précédemment, sur les non-cadres, on était à 16,20. Pour les cadres, à 16,44. Donc la harmonisation, augmentation du taux à 17%, générateur de droits, et toujours le taux d'appel à 127%. Alors vous le verrez tout à l'heure dans le PowerPoint, donc je ne déflore pas le sujet, ce qui est préservé dans des conditions d'adhésion dérogatoires. Au niveau de la répartition, donc là aussi ça peut être dérogatoire suivant les entreprises et suivant les accords de branche, mais il y a une harmonisation sur les tranches, tout passe à 60% par patronal, 40% par salarial, en standard.
Disparition des cotisations non génératrices de droits. Vous me dites si je vais rapidement, c'est pour après laisser plus de temps à Jean-Pierre sur vos spécificités. Donc, les cotisations non génératrices de droits qui disparaissent. La GFF, donc certains d'entre vous pouvaient être partiellement exonérés. La GMP pour les cadres ou assimilés cadres qui avaient un salaire inférieur au plafond charnière et donc qui se voyaient attribuer sur une cotisation forfaitaire 120 points tous les ans. Donc disparition de cette GMP et disparition de la CET. Alors la CET, contribution exceptionnelle et temporaire, parce qu'on va la retrouver sous un autre, on va retrouver le même acronyme, mais sous un autre déroulé dans la diapo suivante. Bien évidemment, tout ce qui a été acquis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, notamment les points GMP, sont conservés. Et la cotisation APEC est maintenue dans les mêmes conditions. 2 nouvelles contributions non génératrices de droits. Donc on retrouve une nouvelle cotisation qui s'appelle la CEG, contribution d'équilibre général, avec un taux différent suivant l'assiette. Et une nouvelle CET, qui n'est pas la même que précédemment. Donc c'est le même acronyme, mais ce n'est pas la même signification. Donc avec, alors là, la petite particularité de celle-là, c'est que vous n'êtes pas assujetti à la CET si votre salaire est inférieur au plafond de la sécurité sociale. Donc là, pour les déclarations, si vous avez par exemple une prime, un 13e mois ou une prime de vacances, vous pouvez être assujetti sur un mois à la CET parce que votre salaire dépasse le plafond, et donc il y aura un lissage annuel de cette cotisation à la CET. Alors, pareil, hein, c'est le bon à savoir, je le vois écrit en petit, il est assez important. Donc vous pouvez retrouver toutes ces informations soit sur le site Agir Carco, dans la rubrique entreprise, soit sur notre site Humanis. Vous pouvez retrouver des vidéos explicatives, des flyers qui vont vous détailler. Alors forcément, ça sera du standard, ce ne sera pas forcément déroulé pour vous, mais vous aurez ces informations. Et surtout, peut-être, certains d'entre vous dans la salle ont commencé à recevoir leur nouveau récapitulatif des conditions d'adhésion. Donc ils ont été tous imprimés pour le groupe Humanis, puisque c'est au niveau national pour tous les GPS, et ils sont normalement remis en poste là dans les jours. La semaine dernière, ils étaient remis en poste et ça doit se terminer aujourd'hui ou demain. Alors là, nous avons fait le tour pour les entreprises avec les taux de cotisation. Nous allons passer aux salariés. Quel changement? Alors finalement, assez peu. Surtout pour une grosse majorité des salariés qui sont non cadres. Pour eux, pas de changement. 1 point ARCO acquis égale 1 point ARCO AGIRC. Donc, pas de changement. Pour les non cadres, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir une conversion de leur point AGIRC en point AGIRC ARCO selon une règle de 3 assez simple. Donc, vous avez la formule, c'est pareil, je vous la passe. C'est un point AGIRC sur un point ARCO ou... oui, c'est ça, un point AGIRC sur un point ARCO, et la valeur va être encore négociée par les partenaires sociaux d'ici la fin du mois, donc le coefficient qui est affiché est susceptible d'évoluer. Mais c'est cette logique-là qui garantit une stricte égalité au niveau des points. Et vous aurez un seul compte de points retraite ARCO-AGIRC, puisque maintenant il y aura un seul point, avec un double affichage très probablement transitoire, le temps de s'habituer. Là, c'est très rapidement. Donc, 1 point ARCO égale 1 point AGIRC ARCO. Je le fais vite. Et la fameuse formule de calcul, donc avec le petit astérix qui va bien et qui vous dit que cette formule sur 7 ou 8 positions est susceptible d'évoluer en fonction des résultats des négociations des partenaires à la fin du mois d'octobre ou de novembre. Mais il faut retenir que c'est une stricte égalité de vos droits. Et bien évidemment, on fera la somme. À AGIRC ARCO, c'est la somme de l'AGIRC et de l'ARCO. Alors, un autre changement de taille pour les futurs retraités. Donc, qu'est-ce qui va changer pour eux? Donc là, on reprend les fondamentaux au niveau des points, puisque forcément, nous liquidons les retraites. C'est rendre liquide en argent sonnant et trébuchant le nombre de points acquis pendant sa carrière. Donc, le même système de conversion des points. Mais surtout pour les personnes retraitées, en fait, l'évolution à partir du 1er janvier 2019, c'est qu'ils recevront un seul paiement, AGIRC ARCO. Actuellement, un retraité peut avoir 2 paiements, un paiement en AGIRC, un paiement en ARCO, voire plusieurs paiements en ARCO si ça fait très longtemps qu'il est en retraite. Donc voilà la modification, et avec les retraités qui sont retraités actuellement, un changement sur leur libellé, en disant le nom de leur institution de retraite a évolué.
Donc un changement relativement mineur pour les retraités. Par contre, pour nous, alors celle-là, c'est pas, je le passe rapidement parce qu'on a la même en version graphique qui est, à mon sens, beaucoup plus claire. La mise en place des coefficients, ce qu'on appelle majorants-minorants, qui sont une incitation à continuer à rester en activité. Donc vous allez comprendre assez rapidement graphiquement. Et ça ne s'applique qu'aux personnes nées à partir de 1957. Les générations précédentes ne sont pas touchées par ces coefficients minorants-majorants. Donc si je pars donc je suis née en 57, je remplis mes conditions du taux plein, donc au régime de base, et je peux prétendre à partir en retraite. Si je décide de partir en retraite à l'âge de mon taux plein, j'ai un coefficient de minoration, la petite barre orange-rouge, pendant 3 ans, de 10% sur ma pension. Et au bout de 3 ans, je reviens à mon taux plein. Si je décide de décaler d'1 an mon départ en retraite, donc mon taux plein est à 62 ans, je décide de prolonger d'1 an mon départ et de partir à 63 ans. À ce moment-là, je n'ai ni coefficient minorant ni coefficient majorant. J'ai mon taux plein de base. Donc, ce qui veut dire une majoration de ma pension de base, puisque je travaille 1 an de plus, et des points supplémentaires. Ensuite, vraiment, j'ai envie de tester le coefficient de majoration. Je décale de 2 ans. Donc, je pars à 64 ans. Donc là, on a un coefficient de majoration de 10% de sa pension pendant 1 an. Et ensuite, au bout d'1 an, j'ai 100% de ma retraite complémentaire. 65 ans, vous avez compris le principe, on a 20% de majoration. Et 66 ans, 30%. Ça s'arrête. De toute façon, les coefficients de minoration s'arrêtent aussi à 67 ans. C'est important, là je le voyais arrêter. Là. Oui. Elles ne sont pas touchées. Alors je suis passée rapidement sur les cas d'exonération. Vous allez avoir le support. Vous avez les cas d'exonération dans le annoté. Je ne sais pas si c'est lisible. Donc je vais le redérouler. Les retraités exonérés de la CSG, donc avec les exonérations partielles, donc du coup un coefficient de minoration partielle. Les retraités handicapés, retraités au titre de dispositif amiante ou de l'inaptitude, les retraités qui ont élevé un enfant en situation de handicap et les aidants familiaux, les personnes remplissant les conditions d'un départ anticipé au titre des carrières longues avant le 1er janvier 2019 et qui souhaitent partir en retraite après cette date. Alors, c'est pareil, ça dépend aussi des... Enfin, il y a tout un tas de conditions spécifiques, donc à ce moment-là, il faut mieux se rapprocher des sachants au niveau de la liquidation pour qu'ils étudient spécifiquement vos droits, parce qu'il y a l'année de naissance qui rentre en compte, la date d'effet, si c'est avant ou après le 1er janvier 2019, donc, et des cas d'exclusion ou pas de ces coefficients. Alors rapidement sur l'essentiel à retenir avant de passer la main à Jean-Pierre, pour étudier vos spécificités à vous. Donc côté entreprise, pour refixer un petit peu les fondamentaux au niveau des taux et des assiettes. Donc sur la première tranche qui va jusqu'au plafond de la sécurité sociale. Donc 2 taux, alors là qui sont présentés en taux d'appel, en taux de cotisation, parce que la sémantique aussi évolue, en taux de cotisation et répartis par patronal, par salarial, avec les taux de calcul de points à 6,20, 17% pour la tranche 2, et les contributions non génératrices de droits en fonction des assiettes et des taux qui peuvent être différents. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie généraliste? Non? Oui. Non, les carrières longues continuent. Le principe des carrières longues continue. Bien. Donc Isabelle vous a présenté donc les principes généraux. Maintenant, on va faire du cas pratique, un peu de technique, et on va parler un peu de mécanique de conversion. Donc là, on va repartir sur le volet employeur.
Vous avez un contrat d'adhésion collectif avec un taux de cotisation relatif en lien avec votre convention collective, 8% sur T1. Voilà. Et puis des conditions particulières où le taux de cotisation est issu d'un taux moyen pondéré, donc issu d'un rapprochement entre deux entreprises. Donc une solution d'harmonisation a été mise en place qui fait que le taux de cotisation sur T1 est supérieur au taux de la CCN. Bien, donc sur ces principes de conversion, donc on a vu les principes fondamentaux qui ont été mis en place sur la T1 et la T2 élargie à 8 plafonds. Qu'est-ce que ça va donner demain? Donc pour faire ça, on regarde vos conditions d'adhésion actuelles. On va s'assurer donc des populations concernées, cadres, non cadres, du taux de calcul de points, taux en vigueur, les répartitions par patronale, par salariale et les assiettes. Ça permet d'avoir un focus complet sur les dispositifs contractuels de l'entreprise. Est-ce qu'elle a ou pas des dispositifs complémentaires? Et on va le voir dans l'exemple. Ou pas. Voilà. Bon, un petit focus sur les dates de création, une entreprise qui se crée en France, comme tout à l'heure Isabelle vous l'a présenté, mais surtout un élément aussi important, c'est des éléments de langage. Nouveau régime, nouveaux mots. Voilà. Donc on va parler de taux de calcul de points. Anciennement, c'était le taux contractuel. Et puis un taux de cotisation, maintenant, qui était anciennement nommé le taux d'appel. Vous avez le taux contractuel générateur de droits et le taux d'appel. On a vu que le taux d'appel passe de 125 à 127%. Donc l'impact est là. C'est-à-dire qu'une cotisation sur T2 a un taux de calcul de points à 17% sera appelé à 21,59 demain, 1er janvier 2019. Bien, donc on a pris des cas standards, appelés cas classiques. Donc deux situations. Une situation d'un non-cadre et une situation d'un cadre. Donc on va prendre la situation du cadre. Il était sur T1, donc situation en 2018, 2017-2018, on va prendre 2018. Sur une T1 à un plafond, il était à 8%, appelé à 10. Un 8, appelé à 125%. Il avait une répartition 60-40. Et sur une T2, limité à 3 plafonds, 16-20, appelé à 20-25, avec une répartition 60-40. Donc la mécanique de conversion que nous allons opérer, groupe de protection sociale, c'est qu'on va déjà regarder la T1. Donc le taux de 8 est supérieur au taux standard du régime, il est lié à l'application d'une convention collective. Donc effectivement, on va reprendre ce taux de 8. Sauf que là, il sera appelé à 127%, donc ça fait 10-16. La répartition était 60-40, c'était du standard. Je reprends mon 60-40 en disposition standard sur la T1. Mon assiette T2, donc j'étais à 16-20. Taux standard du régime ARCO. Il passe à 17. Donc je vais reporter ce 17, je vais prendre ce 17 sur la T2 et je vais élargir ma T2 de 2 jusqu'à 8 plafonds. Nouvelle disposition, standard. Et ma répartition, comme c'était du standard, 60-40, je reporte cette disposition à 60-40. Pas de particularité dans ce cas précis. Donc la mécanique, je regarde les conditions d'adhésion, je regarde les répartitions, c'est ça qui va engager et mettre en œuvre c'est les nouvelles dispositions du régime. Donc cette mécanique de conversion adaptée à chaque entreprise. Pour le personnel cadre, donc il cotisait sur une T1, dans l'exemple, à 10%. C'est 8 appelé à 125, ça fait 10, avec une répartition 60-40. Cotisait précédemment aussi sur une assiette, précédemment aujourd'hui 2018, demain 2019. Donc aujourd'hui en 2018, sur une assiette TB, sur une assiette TC. Donc à 16,44, pas de particularité. Et il cotisait avec une répartition de 62,38 à la fois sur la tranche B, à la fois sur la tranche C. Donc on était dans le standard du régime AGIRC. Demain, le nouveau standard, on va le voir, c'était 60-40. Donc on va se focaliser déjà sur l'assiette T1. Donc mon 8%, je le reporte au 1er janvier 2019, appelé à 127%, avec ma répartition 60-40. L'assiette T2 donc, est élargie jusqu'à 8 plafonds. Mon 16,44 passe à 17. Et je reporte ma répartition standard, 60-40. 62-38, 60-40, le nouveau standard du régime AGIRC-ARCO fusionné. Donc, les dispositions, parce que je peux peut-être anticiper votre question, est-ce que moi, employeur, je peux rester sur 62-38 ? À ce jour, non.
il y a 3 cas particuliers qui permettent effectivement de passer, de reconduire. C'est que la répartition est définie par convention collective. Elle est différente du standard. Le deuxième cas de figure, c'était que l'entreprise existait précédemment, donc avant la date d'effet 1998. Et 1998 faisait que s'il y avait un accord d'entreprise antérieur, permettait de poursuivre sur cette répartition spécifique et non standard. Et puis le troisième cas, c'est lors d'une opération de type fusion, une opération de restructuration d'entreprise de type fusion par fusion-acquisition, fusion-absorption plus exactement. Et là, l'entreprise, effectivement, les entreprises liées à cette opération ont la possibilité aussi, si les répartitions étaient différentes, d'opter pour une répartition qui peut être différente du standard. Donc tout dépend des cas de figure. Mais voilà. N'hésitez pas à m'interrompre si... Donc dans l'exemple, on a vu, hein, on a bien repris le taux de 8% qui était spécifique, lié à une convention collective mise en place, et on reprend ça au 1er janvier 2019. On a pris un autre cas non standard où l'entreprise appliquait un taux de 9% sur T1 pour son personnel non cadre. Donc un taux supérieur au taux standard du régime. Voilà, donc appelé à 11,25 avec une répartition 60-40. Il avait une assiette T2 à 16,20, donc du standard, appelé à 20,25 avec une répartition 60-40. Donc qu'est-ce qui se passe au 1er janvier 2019 ? Je vais me refocaliser donc sur la T1. Je vais reporter ce 9 puisqu'il est supérieur au taux du standard. Il était supérieur au taux standard du régime. J'avais une particularité. Je reprends cette particularité, 9%, appelé à 11,43 avec une répartition 60-40 puisque je n'avais pas de particularité. Et puis sur l'assiette T2, donc élargie à 8 plafonds, j'applique mon 17%, appelé à 21,59 avec une répartition 60-40. Donc j'ai bien pris en compte les particularités des conditions d'adhésion collective qui étaient déjà en place en 2018 et je les regarde en 2019. Une autre particularité sur une entreprise, un peu particulière, puisque là c'est un canon standard, une entreprise est là pour un cadre. J'avais un 9% sur T1. Hein, la particularité, c'est que j'ai une T1, une TB, une assiette TB, une assiette TC, déjà avec une répartition différente. 62,38 sur la TB, 50,50 sur la tranche C. Au niveau du taux, dans l'exemple 16,44, c'est du standard. Et puis j'avais une condition supplémentaire. J'avais opté pour une disposition qui me permettait d'asseoir entre 2 et 4 plafonds un taux de cotisation de 9%, appelé à 11,25, avec une répartition 60-40. Donc je bénéficiais d'une condition particulière. Qu'est-ce qui va s'opérer demain, donc au 1er janvier 2019 ? Alors on va se focaliser sur la T1. Donc la T1 de 9%, je la reporte, appelée à 11,43 avec ma répartition 60-40. Par contre, TBTC, donc la T2 élargie jusqu'à 8 plafonds, mais il faut que je tienne compte de cette répartition particulière qui était déjà en place sur la tranche C. Demain, je vais scinder cette assiette en deux pour tenir compte, donc entre 1 et 4 plafonds, du 17% avec une répartition 60-40, puisque le 62,38, c'était du standard, je reporte en 60-40. Et sur ma tranche C, qui était entre 4 et 8, je tiens compte de cette répartition 50-50. Donc je tiens compte, bien sûr, des conditions d'adhésion antérieures pour les reporter au 1er janvier 2019. Je tiens compte de ces particularités. La deuxième chose, c'est cette condition supplémentaire de 9%. Il faut que je fasse attention parce qu'il ne faut pas que je fasse surcotiser le salarié. C'est-à-dire que je ne peux pas reporter mon 9 plus 17. Parce que sinon, je vais être en surcotisation de 0,56. 17 moins 16,44. Donc je vais retrancher mon 9% de 0,56 pour tomber à 8,44, qui me fera un même niveau de cotisation. Avant, après. Avec cette répartition 60-40. Dans l'exemple, je ne peux pas aller au-delà de ce que je cotisais précédemment. Donc je descends, je diminue d'autant l'augmentation du taux sur T2, je diminue d'autant mon supplémentaire de l'augmentation sur la T2. Donc 0,56. Je vous présenter peut-être, je reviendrai sur celle-ci, je vais me focaliser sur le dernier exemple, sous forme de réglette. Donc le cas qu'on a vu, c'est le dernier. Donc mes conditions en 2018, c'était 9%.
16,44 et j'avais cette surcotisation à 9, appelée à 11,25. Donc demain, j'augmente mon 16,44, je le passe à 17, nouveau taux standard du régime Agirc-Arrco fusionné. Et vous voyez que dans l'exemple, je ne peux pas surcotiser. Ben, je diminue d'autant cette augmentation. Donc je tombe à 8,44. 8,44 plus 17, 9 plus 16,44. Je suis au même niveau. Est-ce que c'est clair pour vous? Peut-être pas. Bon, toute cette mécanique de conversion, on l'a fait pour vous. C'est-à-dire qu'on diminue d'autant ce régime supplémentaire de l'augmentation du taux de base. Je peux le faire un peu plus simplement de cette manière. Voilà. De toute façon, donc, toutes les institutions de retraite complémentaires feront les mécaniques. Comme vous l'a dit Isabelle, vous recevrez donc un courrier informatif sur les nouvelles conditions d'adhésion à mettre en place. Ce n'est pas le cas standard qu'on a vu. Les cas standards, c'est un peu plutôt celui-ci, qui est plutôt en haut. Sinon, on a cette version-là. Donc la particularité, on l'a vu tout à l'heure, pour le cadre, j'avais cette distinction TBTC, donc demain, comme pour les non-cadres, mais j'élargis jusqu'à 8 plafonds, une seule tranche, avec une seule tranche, de 8 sur T2, appelée à 17%. Et puis ma T1 à 8%, appelée à 10,16. Le non-cadre, même particularité, avec un taux de cotisation, donc c'était précédemment 16,20, donc le 16,20 limité à 3 plafonds, passe à 17% sur ma T2, élargi jusqu'à 8. Le plafond Sécu T1 ne changeant pas. Je suis impacté bien sûr par l'augmentation du taux d'appel qui passe de 125 à 127%. Avez-vous des questions? Moi j'ai une remarque, là, j'ai surtout envie de vous faire confiance quand je... Vous pouvez avoir confiance. Merci. Donc, j'ai le plaisir aussi d'être responsable protection sociale, donc la retraite, ça me parle un peu. Et j'espère que ça parle aussi à chacun d'entre nous, puisque nous serons tous concernés. Petite remarque quand même par rapport à ce qui a été dit, resituer un petit peu le contexte de ces accords nationaux interprofessionnels, celui de 2015 et celui qui a été signé en 2017 par les confédérations. L'objet de ces accords était bien de pérenniser, de sauver les régimes. Je rappelle qu'en 2015, il ne restait plus que quelques mois de réserve pour l'AGIRC. Donc il y a eu des mesures effectivement qui ont été prises, mais bien pour sauver les régimes. Et on voit que les paramétrages, enfin les décisions qui ont été prises, et on va dire le contexte économique qui a évolué un petit peu depuis, fait que les résultats des régimes se sont redressés et laissent entrevoir, par rapport à ce qui a été dit sur le coefficient de minoration, laisse entrevoir la possibilité qu'il ne soit pas appliqué ce coefficient, j'insiste, de solidarité. Ce n'est pas un coefficient de minoration, mais c'est avant tout un coefficient de solidarité pour pérenniser le régime. Ce coefficient pourrait ne pas être appliqué la 3e année. Les partenaires sociaux devront s'en ressaisir. J'aimerais, par rapport à ce que vous disiez là, sur les particularités de fusion d'établissements et ceux qui auraient des accords intérieurs existants avec des taux de cotisation supérieurs ou plus volontaristes que les taux conventionnels, est-ce qu'on a un état des lieux, une cartographie un petit peu de la situation? Je sais qu'il y a des établissements qui, par le passé, avaient conclu des accords. Et est-ce qu'on a un état des lieux, ils ne sont sans doute pas légion dans la branche, mais est-ce qu'on y voit un petit peu plus clair au jour d'aujourd'hui, pour le 1er janvier 2019 ? Voilà. Merci. Alors, non, on n'a pas, à ce jour, je n'ai pas de cartographie des entreprises relevant de votre convention qui bénéficient d'un taux de cotisation supérieur au taux de la convention. Je n'ai pas cette cartographie-là. Chaque situation étant propre à l'entreprise, à son histoire, finalement, fait qu'elles ont ou pas un taux de cotisation supérieur au taux de 8%. Parce quelle investigation on pourrait mener et après avoir
ce que ça pourrait donner. De toute façon, comme vous l'a dit tout à l'heure Isabelle, chaque entreprise va recevoir donc, un courrier explicatif sur les dispositions qui vont être mises en œuvre au 1er janvier 2019. Alors effectivement, pour répondre, je n'ai pas réponse à votre question sur le volume d'entreprises supérieures. On pourrait mener des investigations par rapport à ça, pourquoi pas, et voir ce que ça pourrait avoir comme impact. Mais tel que la mécanique s'opère, effectivement, vous voyez qu'elle s'opère entreprise par entreprise, avec ses conditions particulières ou spécifiques. Sur un exemple de calcul, et là je vais rentrer dans la deuxième phase de cette présentation, voir un exemple chiffré de l'impact, et puis après sous forme de graphique, vous verrez ce que ça peut donner pour différents salaires, cette augmentation, cette mise en place au 1er janvier 2019 qui génère une augmentation. On est bien d'accord que cette augmentation est là pour pérenniser les régimes de retraite complémentaires. Effectivement, on a vu aussi tout à l'heure avec Isabelle, j'en profite, c'est qu'effectivement les dispositions avec ces coefficients de solidarité, minoration-majoration, fait que les partenaires sociaux ont la volonté aussi que les salariés cotisent au moins une année supplémentaire. Alors cette année supplémentaire, effectivement, les salariés acquièrent des droits en retraite complémentaire à Agirc-Arrco, mais bénéficient aussi d'une revalo sur le régime de base. C'est aussi important de le dire. C'est-à-dire que plus vous, évidemment, c'est un peu logique, mais plus vous repoussez votre départ à la retraite, vous continuez d'acquérir des droits à retraite complémentaire, mais de l'autre côté, vous valorisez aussi des trimestres supplémentaires. Donc le taux de remplacement, bien sûr, augmente en fonction du décalage. Voilà. C'est aussi un élément d'appréciation d'une situation. Alors après, c'est fait effectivement, mais chaque situation étant propre, est-ce que chaque salarié est-il en capacité de partir ou pas avec ce coefficient? Ben ça, c'est une situation individuelle. Ça s'apprécie individuellement. Difficile de faire une projection. On peut vous présenter des choses sur des carrières réelles, etc., l'impact que ça peut avoir, mais il faut voir, c'était à l'esprit que chaque situation est vraiment individuelle. Voilà. Alors dans les faits, parce qu'en projection, on a pris donc un salarié non cadre, un salarié cadre. Un salarié cadre, alors vous avez sur la partie gauche les taux de retenue pour le calcul au 31 décembre 2018 avec présence, donc on a rappelé la GFF, c'est l'ensemble des cotisations génératrices ou pas génératrices de droits à retraite qui sont présentes. Et en violet au 1er janvier 2019, les nouveaux taux de cotisation avec aussi les nouvelles contributions non génératrices de droits à retraite. Donc aujourd'hui, un salarié non cadre avec un salaire de 22 000 € brut au 31 décembre 2018 cotisait sur une base par patronale, par salariale, à 2 640 € annuellement. Demain, au 1er janvier 2019, la base passe à 2 708,20 € dans la projection. Je tiens compte de l'augmentation de la contribution de la CEG, mais surtout aussi du taux d'appel. L'impact, il est là. Pour un salarié cadre à 40 000 €, il avait au 31 décembre 2018 une cotisation qui comprenait la GMP, la garantie minimale de points, 120 points par an, avec de la PEC, une part d'APEC et de la GFF T1-T2. Le total des cotisations était 5 800 €. J'arrondis, 5 800. Demain, au 1er janvier 2019, avec les nouvelles règles et les nouvelles dispositions du régime Agirc-Arrco fusionné, la cotisation globale employeur-salarié passe à 5 120 €. Donc effectivement, dans l'exemple, vous voyez, la diminution, la suppression de la garantie minimale de points, globalement avec les augmentations, mais fait que, au final, le salarié aura un net plus important. Voilà. On va le voir un peu dans le détail, enfin un peu plus précisément sur des graphiques. Donc on va prendre l'enseignement, le personnel administratif, les impacts du régime fusionné sur un total cotisation par patronale par salariale. Alors, le mode de lecture, en bleu, c'est le total des cotisations par patronale par salariale avant fusion. On va tout focaliser en base 2018, paramètre 2018, pour avoir une même base de comparaison. Et puis, on a pris les cotisations, donc en vert, les cotisations par patronale par salariale après fusion, 1er janvier 2019. En bas, une échelle de salaire qui va de 38 à 45 000. À gauche, le montant en euros, 2 000 à 7 000. Et sur la partie gauche, la mienne, finalement, l'impact en pourcentage, l'évolution en pourcentage, au niveau de la lisibilité. Voilà. Donc, si je prends mon salarié à 39 000 €, l'impact employeur est une baisse de moins 16,08%.
cotisation par patronale. La part salariale est à moins 14,74 en projection. Après 39 000, bien sûr, je dépasse le plafond. On est bien d'accord, le plafond de sécurité sociale 2018, 39 700. Voilà. Le salaire charnière, qui permet de dépasser les 120 points, 43 000. Donc effectivement, le graphe, il y a deux lectures, enfin il y a deux impacts, on le voit, deux impacts. C'est pas le mot, mais... donc, le graphique s'infléchit au-delà du plafond de sécurité sociale, et la deuxième partie s'infléchit aussi après le salaire charnière. On a un assez d'augmentation. Donc et finalement, après le salaire charnière, on a 44 000. 44 000, l'augmentation, elle passe à 2,57 et à 4,13. 2,57 pour l'employeur et 4,13 pour le salarié. Je n'ai peut-être pas été assez clair, peut-être. Là, j'ai cherché à montrer les impacts du régime fusionné au 1er janvier 2019, tant sur la part patronale par salariale, sur une échelle de salaire. À 38 000, je fais une économie tant sur l'entreprise que moi, salarié, de moins 15% en tant que salarié. Dès que je commence à acquérir, en fonction de mon salaire, si j'ai un salaire qui est supérieur au plafond de la sécurité sociale, ma cotisation commence à augmenter. Donc je passe de moins 15 à moins 11, et plus mon salaire progresse, plus ma cotisation va augmenter, ce qui est normal. On rappelle que pour un salarié cadre, là c'est toute cotisation confondue, T1 plus T2, pardon, en termes de lecture. Donc effectivement, j'ai l'augmentation. J'étais à 16,44, je passe à 17%. Donc effectivement, je suis en situation de payer un peu plus cher. J'ai ma cotisation qui a augmenté. Puis j'ai mon taux d'appel aussi qui a augmenté. Et tout confondu. J'ai aussi mes contributions, mes cotisations non génératrices de droits, tant pour l'employeur que pour le salarié, qui rentrent en ligne avec une augmentation. Je ne ferai pas le comparatif entre la GFF et les nouvelles contributions. Mais elles sont d'un cran un petit peu au-dessus. Donc ça, c'est l'impact en cotisation par patronale, par salariale. Donc on était sur un personnel cadre avec un taux à 8% dans l'exemple. En point de retraite, parce qu'on a vu les cotisations, les deux impacts que ça pouvait avoir, tant pour l'employeur que pour le salarié, mais en point de retraite. Donc effectivement, en point de retraite, on a toujours les mêmes échelles de salaire, de 38 à 45 000. La partie droite, par rapport à moi, c'est le nombre de points acquis en retraite complémentaire. Ma partie gauche, c'est l'évolution en pourcentage. Donc effectivement, sur la partie, j'ai toujours le même graphe finalement, avec les mêmes impacts en fonction du salaire. Je dépasse ou pas le plafond de la sécurité sociale, pardon. Je dépasse ou pas le salaire charnière. Alors le salaire charnière, effectivement, enfin en deçà, c'est 120 points par an. 120 points par an, c'est en régime fusionné, c'est 44 points. C'est 40 en conversion. Hein. Régime fusionné à Agirc-Arrco, c'est 44 points de retraite. Et si on va jusqu'au bout, ça fait 51 €. Si on fait la liquidation aujourd'hui de ces 44 points, ça fera 51 €. C'est la valeur liquidative du point Arco qu'on prend en compte. Donc ça fait 51 €. Voilà. C'est pour replacer un peu les choses par rapport à ce graphe. Donc une baisse, donc finalement en points convertis en pourcentage de moins 18 à 38 000. Et puis j'ai une progression donc dès que je dépasse le plafond de la sécurité sociale et dès que je dépasse aussi le salaire charnière. Où là je prends parce que j'étais à 16,20 et je passe à 17%. 16,44, je passe à 17, pardon, pour un salarié cadre. Donc ça c'est la représentation graphique. J'essaie d'un peu de vous expliquer les impacts du régime fusionné au 1er janvier 2019. Est-ce que vous avez des questions? Je ne sais pas si... Peut-être pas passer le graphe sur les enseignants, parce qu'on est dans les mêmes logiques. On est dans la même logique, oui. Avec une cotisation en moins qui était liée à la GFF. À ce jour, la GFF, donc le personnel enseignant et bénéficiaire, enfin, globalement, collectivement, il y avait des exonérations sur la GFF. À ce jour, les exonérations n'ont pas été reconduites par rapport aux nouvelles contributions non génératrices de droits à retraite. Donc tout va dépendre aussi des partenaires sociaux, s'il va y avoir ou pas un schéma d'exonération ou pas. Là, on ne l'a pas dans les textes à ce jour. Donc là, on a repris donc, les dispositions réglementaires avec l'impact en part patronale, part salariale. Donc le graphique, effectivement, pourrait se superposer, on a les mêmes courbes. Et en point de retraite, on a exactement
le même dessin. Très bien. Avez-vous des questions, mesdames et messieurs? Moi, j'en ai quelques-unes, des interrogations. La notion de cadre demain, est-ce que vous avez des informations sur l'évolution de sa définition, des tendances? On n'a pas de tendance, les partenaires sociaux se rencontrent et discutent, puisque oui, un point important, effectivement, ce ne sont plus, donc c'est plus l'Agirc Arrco qui va porter la définition des catégories objectives de salariés, donc cadre, non-cadre, ou article 36, bénéficier du régime de retraite des cadres par extension. Donc, ce sont les conventions collectives, les branches qui vont maintenant porter cette définition. Donc, un point d'attention aussi, c'est que si cette définition a été reprise dans les contrats de prévoyance frais de santé, il va falloir revoir la définition qui est portée à l'intérieur, puisque on ne peut plus faire référence au régime Agirc Arrco, puisqu'il va fusionner au 1er janvier 2019. Et ce n'est régime, c'est plus défini dans les textes. Donc là, il y a un petit travail de rédaction s'agissant de nos accords prévoyance et en termes de référence, effectivement. Je crois que nous avons une question. J'ai plus de micro, monsieur. Il ne fonctionne plus. Je vais aller le porter. Concernant cette question qui était importante sur la définition du cadre, qui a une importance non pas en retraite complémentaire, mais effectivement par rapport à la prévoyance. Pour compléter les propos, donc il y a une négociation actuellement entre partenaires sociaux au niveau confédéral, interprofessionnel, qui devrait aboutir, négociation qui est un petit peu enlisée, mais qui devrait aboutir. En attendant, les choses sont sécurisées puisque le 1,5% n'est pas remis en question. Par contre, effectivement, la négociation interprofessionnelle devrait déboucher sur un cadre que les partenaires sociaux au niveau des branches devront s'emparer de manière à négocier effectivement plus finement ce qu'ils s'y entendent par cadre. En termes de capacité d'encadrement, mais pas que. Ça peut être aussi en termes de compétences, d'expertise. Et donc, ça sera à nous, au niveau de la branche, de définir ce qu'on entend par cadre par rapport à la contribution employeur de 1,5%. Donc, les choses ne sont pas encore calées et il nous appartiendra de nous saisir de la question. Encore un nouveau chantier en perspective et donc passionnant. Oui. Très bien. Et donc une autre interrogation, c'est quand même quand je vois la baisse de cotisation, alors certains pourraient s'en réjouir, effectivement. Certaines situations, au-delà du salaire charnière, il y a des augmentations de cotisations patronales et salariales. Il y a quand même un point d'interpellation qui est fort quand on voit qu'à autour de 40 000 €, il y a moins 12% de points. Donc il y a un lien direct avec le montant de la pension à liquider quelques années plus tard. Donc voilà, il y a quand même un point là d'interrogation sur l'avenir de nos futurs retraités. Est-ce qu'il y a des réflexions dans les branches, dans les entreprises, pour compenser cette perte de revenus à venir ou de compenser cette perte de pension? Bien sûr, je crois que je vais laisser la parole à Gilles Brunet qui va pouvoir vous répondre. Alors là, ça tombe bien. C'est incroyable. Là, ça. Je tombe à pic. Alors bonjour à tout le monde. Donc j'ai quelques minutes pour répondre à cette question. Quelques minutes pour faire bonne impression. Alors il y avait un auteur qui s'appelle David Swenson qui disait « Vous n'aurez jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression ». Donc là, ça me met un peu la pression. Alors je vais la reporter sur vous en vous posant une question et vous demandant de répondre. Donc au 1er janvier 2019, les fiches de salaire vont subir un lifting. Si on résume un peu les choses, quelles sont les principales modifications des futures fiches de salaire? La présentation là, de Jean-Pierre et Isabelle vous aide un peu. Donc la fusion des régimes Agirc Arrco va avoir un impact sur les cotisations, donc sur les fiches de salaire. Quoi d'autre? Prélèvement à la source. Quoi d'autre? L'augmentation de la CSG, qui ne sera pas systématique, et que l'État fait digérer en faisant quoi? En supprimant quoi?
Exactement. L'assurance chômage en particulier. Donc tout ça, c'est juste pour vous dire que derrière toutes ces modifications, il y a un enjeu de pouvoir d'achat qui grandit de plus en plus dans notre pays. Pas plus tard que ce matin, j'écoutais à la radio et il y a un décret d'application du PASS qui l'a carrément écrit. L'État veut impérativement qu'on mette en avant justement les bonnes nouvelles et les bonnes initiatives qui sont prises. Donc l'État, dans son décret d'application du PASS, il impose aux entreprises d'ajouter 2 lignes dans les fiches de salaire. C'est quoi? Une ligne qui fait apparaître les gains liés aux baisses de charges et une ligne qui fait apparaître le salaire net avant impôt. Et ça va encore plus loin dans l'importance de cette notion de pouvoir d'achat, c'est que le législateur impose que les caractères qui mettent en avant ces 2 lignes doivent être 1,5 fois plus gros que les autres lignes. Vous êtes au courant de ça? C'est intéressant. C'est pour vous montrer qu'il y a quand même une certaine pression sur le pouvoir d'achat en France. Bon. Alors, par contre, la ligne salaire net après impôt, elle reste d'une taille normale. Et c'est quand même ça que les salariés vont regarder à la fin. Donc, c'est la perception de pouvoir d'achat qui va avoir beaucoup d'importance. Parce que le pouvoir d'achat, il va peut-être augmenter, mais ce n'est pas forcément le ressenti que vont avoir les gens au départ. D'accord? Donc tout ça, c'est important. Alors sachez qu'à la fois à la direction retraite et dans la direction... Moi, je suis le directeur de l'Île-de-France pour la partie assurance de personnes. Donc dans nos 2 directions respectives, nous disposons en fait de simulateurs qui permettent un peu de mesurer tous ces impacts et de vous accompagner sur d'éventuels correctifs que vous pourriez souhaiter faire. D'accord? Alors, si je reviens à la retraite, puisque c'est notre sujet du jour, hein, c'est ça? Il ne faut pas que je déborde. Moi, j'analyse un petit peu tous ces graphes en me disant il y a 2 scénarios principaux qui apparaissent. Le premier, c'est que soit les cotisations vont baisser, c'est une bonne nouvelle en soi, mais en face, les retraites vont baisser elles aussi. Ce qui là n'est pas forcément bien, mais les gens le perçoivent un petit peu moins bien. Et on pense en particulier aux cotisants GMP. Et si vous regardez bien et que vous faites appel à nous pour mesurer tout ça, vous verrez qu'en fait, les variations de cotisation sont souvent inférieures aux variations de prestations. D'accord? Autrement dit, je vous le traduis en français, les cotisations baissent, mais les retraites baissent encore plus. Ensuite, deuxième scénario, c'est soit les retraites vont augmenter un petit peu, ce qui est une bonne nouvelle, mais tout ça moyennant des augmentations de cotisations encore un peu plus fortes. Je résume à peu près? Ok. Donc là encore, on rejoint toute cette problématique de pouvoir d'achat. Et donc, si on se résume, on va pouvoir dire qu'il est essentiel pour les salariés de compléter leur retraite. Alors vous allez me dire, oui, mais nous, en tant qu'entreprise, à la limite, ils peuvent se débrouiller dans leur coin. C'est vrai qu'en France, il y a plusieurs moyens de compléter sa retraite. On peut acheter de l'immobilier, on peut faire des placements financiers, mais on peut aussi faire appel à des produits collectifs. Et c'est là que les entreprises rentrent en ligne de compte. Donc les outils, ça va être quoi? Ça va être l'article 83, vous devez connaître, l'article 39, le PERCO. Tout le monde a entendu parler de ces produits-là. Donc ça, ce sont des outils en fait de retraite collective. Alors pourquoi, et là c'est les 2 questions que je vous pousse à vous poser, donc pourquoi c'est intéressant de compléter sa retraite en mode collectif, et on finira par la minute commerciale, pourquoi pas chez Humanis? D'accord? Alors pourquoi c'est important? Et là je fais très simple. Pourquoi c'est important? Ça peut être intéressant de compléter en mode collectif, à votre avis? Déjà, discuter de ces choses-là, ça fait partie des NAO dans les entreprises. On a des obligations d'aborder ces sujets de retraite dans les NAO. Et autant vous dire qu'avec la transformation des IRP, il est possible que ces sujets soient mis sur la table de manière un peu plus forte. C'est tout bête, mais ça serait à peu près logique en tout cas. Donc, ces sujets, ces outils sont des leviers de négociation dans les entreprises. Et après, quand on sait que des outils comme l'article 83 ou le PERCO, pour faire simple, les cotisations d'un 83 ou l'abondement d'un PERCO sont globalement exonérés de charges sociales et exonérés d'impôts sur les sociétés. Donc tout ça pour dire que ces outils
vont devenir, pour l'employeur comme pour le salarié, des leviers d'optimisation de la rémunération. Et ça, nous, on a des simulateurs qui sont capables de vous le mesurer de manière très précise et très concrète. D'accord ? On va finir sur Humanis. J'ai le droit de dire quelque chose ? J'ai pris mon sirop, on m'a dit de m'abstenir, mais je vais le faire quand même. Alors, pourquoi Humanis est plutôt bien placé pour parler de ces sujets ? Parce que qui mieux qu'un gestionnaire de retraite pour parler de retraite supplémentaire ? On a quand même une expérience des rentes qui est quand même très importante. On a beaucoup de recul sur ces sujets. Ensuite, pour la partie 83-39, à l'intérieur de ces outils, vous pouvez mettre votre argent sur ce qu'on appelle des fonds en euros. Vous connaissez les fonds en euros, on les retrouve en assurance vie. Il faut que vous sachiez que Humanis est très bien placé en matière de rendement. L'année dernière, on a fait du 3,55%. C'est pas si mal pour un fonds sécuritaire. Je crois que ça nous place dans le top 3 du marché en France. Ensuite, puisque vous êtes soit client, soit partenaire, on vous permet d'accéder à des conditions préférentielles en matière tarifaire, en matière de frais. Donc autant en profiter. Alors peut-être que les entreprises que vous représentez ont déjà mis des choses en place. Ce n'est pas grave. La loi Pacte, et même avant la loi Pacte, permet de faire des comparaisons. Vous avez un droit de comparaison, donc profitez-en. Le droit il est gratuit, d'accord ? Et donc comparez. Alors comme je dois faire court, je vais m'arrêter là. La seule chose, je peux me permettre de dire un truc en plus. Et comme Isabelle et Jean-Pierre seront là, pour les franciliens, je m'adresse aux gens qui sont en Île-de-France. Si vous êtes intéressés, nous avons 2 réunions à thème de prévues dans lesquelles nous allons développer cette partie fusion Agirc Carco et le prélèvement à la source, puisqu'on fait venir un cabinet d'avocats pour en parler. Donc si vous êtes intéressés, les franciliens, il y a une réunion le 11 octobre au matin à la Maison de l'Épargne à Paris et il y a une réunion le 12 octobre au matin à l'hôtel Mercure des Ulysses dans le 91. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup. Alors, merci, Monsieur Brunet, de vous êtes avancé devant nous sans phare, c'était très clair. Merci. Merci Isabelle, merci Jean-Pierre pour ces précisions, c'était très riche. Juste pour reboucler la boucle, avec tout ce qui a été dit dans la journée, effectivement, les PUI, les PERCOI sont aussi des obligations de négociation dans la branche. Hein, donc ça fait partie de l'accord de méthode que nous avons signé et qui vous a été présenté de manière assez synthétique ce matin. Donc ce sont des sujets sur lesquels on va travailler. On s'est donné un petit peu plus de temps, 2021-2022. Donc c'est dans les tuyaux. Donc ça fait partie aussi des sujets qu'on va aborder. Sans doute qu'on vous demandera d'intervenir auprès des négociateurs de branche pour éclairer notre lanterne, puisque ce sont des sujets techniques, avec des besoins un peu particuliers, savoir comment on abonde, comment on alimente, avec des ressources qui sont celles qu'elles sont chez nos salariés, souvent non cadres. Donc voilà, je pense qu'on va travailler sur l'ensemble de ces sujets assez rapidement. Et j'ai entendu de ci, de là que pas mal d'établissements se posaient la question de mettre en place des PERCO, notamment dans la conversion de temps en PERCO, et donc des pratiques d'établissement qu'il conviendra d'examiner pour envisager de les généraliser. Écoutez, il ne reste qu'à vous remercier. Je vais laisser la parole à Frédéric Roulier pour clore cette réunion. Frédéric est dans les couloirs, je ne sais pas. Il fait le tour. Très bien, merci beaucoup de votre attention. À très bientôt pour une prochaine édition. Et je laisse la parole à Frédéric, qui est le directeur retraite chez Humanis. Mais où est-il ? Ma femme. Non, c'est pas... Les pièces de théâtre, très bien. En attendant, je tenais à vous remercier de votre attention. N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez pour l'interprétation de ce qu'on vient vous faire là, sur le régime fusionné. Donc n'hésitez pas à repasser par M. Le Meur ou directement nous contacter Humanis pour avoir de plus amples explications peut-être, ou pour une information que vous pouvez faire auprès de vos salariés. On peut aussi vous aider. On a quelques flyers, des petites choses. Voilà, je vais laisser la parole à Frédéric Roulier. Merci, bonsoir. Je vais tâcher d'intervenir très vite. Je vois les contraintes horaires qui vident la salle.
Quelques mots de conclusion pour vous dire d'une part tout le plaisir qu'on a eu à vous accueillir aujourd'hui. Je suppose, j'espère que les échanges ont été très riches. Je voulais conclure, moi, sous l'angle de la protection sociale. Et sous cet angle de la protection sociale, vous souligner le fait que les choses bougent, et bougent très vite. Par le passé, quand une évolution était décidée, ça pouvait mettre 5-10 ans, voire plus, à être mis en œuvre. Une évolution mettait tout ce temps-là à voir le jour. Aujourd'hui, de la décision à la mise en œuvre, il y a un temps très, très court. Vous voyez par exemple dans l'actualité tout ce qui se passe au niveau du RSI, par exemple, régime des indépendants. Alors tout ça pour vous dire que vous avez entendu au cours de ces différentes interventions tout ce qui allait se passer au 1er janvier 2019, le régime fusionné Agirc-Arrco qui a été largement présenté, le prélèvement à la source qui a été là aussi évoqué, et puis les allègements de charges, qui sont 3 points extrêmement importants. Mais on n'a pas fini. On n'a pas fini parce que ça, c'est une étape qui est celle de début 2019. La suite, elle va arriver assez vite aussi parce que le gouvernement, vous le savez, sur la partie retraite, réfléchit à la mise en place d'un régime universel qui a pour objectif d'uniformiser l'ensemble des régimes. C'est-à-dire que les 42 régimes existants vont n'en devenir plus qu'un. Alors, il y a une nuance entre régime unique et régime universel qui sera éclairée par la suite. Mais en tout cas, à horizon de 2025, probablement, notre système de retraite en France aura été repensé. Ça restera un système par répartition, ça a été annoncé, mais en tout cas, il aura été repensé. Sur la santé, nous avons devant nous, et à brève échéance, dans 1 an en gros, la mise en place du reste à charge zéro sur les soins dentaires, sur l'optique, sur les audioprothèses. Là aussi, ce sont des éléments qui vont changer assez considérablement les choses au niveau de la santé, sur les contrats. Et nous attendons, parce que ce serait quand même dommage qu'il n'y en ait pas, des évolutions sur la partie prévoyance. Tout ça pour vous dire que l'échange d'informations, la transmission d'informations est quelque chose qui va être de plus en plus important et sur lesquels nous serons vigilants. Échange d'informations parce que le monde de la protection sociale se recompose. C'est le cas pour nous, puisque nous allons fusionner avec Malakoff Médéric. C'est tout à fait lié à cette évolution de contexte que je viens d'évoquer. Et puis, besoin d'informations pour vous, parce que vous avez besoin d'avoir les éléments qui vous permettent de toujours travailler, de toujours négocier dans les bonnes, en ayant la bonne connaissance de l'évolution du système. Donc voilà, ce petit mot pour vous dire qu'on sera à vos côtés et j'espère, je pense, nous allons en tout cas faire ce qu'il faut aux côtés de la FNOGEC pour utiliser votre outil Isidore, je crois que c'est son petit nom, pour alimenter les informations et vous permettre d'y avoir accès, j'allais dire en temps réel, en tout cas dès qu'elles sont dans le portail. Donc je terminerai là-dessus pour vous dire que on n'en a pas terminé de se parler, de se raconter les choses au niveau des évolutions et j'espère qu'on aura l'occasion à nouveau de vous accueillir ici ou ailleurs et de partager beaucoup avec vous. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée.